Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission spéciale à bâton rompu avec Fred Renaud qui est politologue, consultant sur les questions de jeunesse et d'intégration sous-régionale. Bonjour. Bonjour M. Achirou. Avec lui, nous parlerons de sa démission au poste de conseiller aux actions stratégiques du ministre de la Communication de la Poste. Nous parlerons de sa position actuelle sur l'échiquier politique après cette démission. Avec le politologue, nous apprécierons l'animation de la vie politique nationale. Nous parlerons également de la présidentielle de 2021 et des conditions pour une élection libre et transparente et apaisée au Bénin en 2021, bien évidemment. Alors, Fred Adireno-Kounou, vous avez démissionné de votre poste au ministère de la Communication. Dites-nous, quelles sont les raisons qui ont motivé ce départ? Je redoutais bien cette question et je voudrais, avant de vous répondre, en profiter pour faire ce que j'appelle une plaidoirie sur l'esprit de mesure. Vous savez, en tant que jeune acteur politique, nous avons à construire notre message au bénéfice et adressé à cette immense population juvénile de notre pays sur lesquelles devraient s'édifier normalement les sujets de demain. Et c'est la seule façon de combattre ce qui se présente comme une des faiblesses de nos sociétés modernes, beaucoup plus peut-être de la société béninoise que nôtre. C'est cette société de l'instantané, de l'émotif, du superficiel, cette société où l'immédiat chasse la profondeur, cette société où le spectaculaire et le sensationnel écarte toutes les solutions mesurées ou réfléchies. Cette société où la volonté de demeurer dans le débat en permanence et toujours nous empêche de protéger ce que j'appelle la pudeur républicaine. Voyez-vous, je suis républicain dans l'âme et je crois que la République doit protéger les secrets des petits et des grands. Il ne serait pas bienséant que j'expose à l'occasion les raisons de ma démission. Je les ai exprimées de long en large dans la lettre de démission que j'ai adressée à l'autorité qui est le ministre de tutelle. Mais ce que je peux vous dire, pour ne pas avoir l'air dérobé à votre question, c'est que lorsque l'on n'a pas contribué à la mise en place d'un système politique et que plus tard on vous sollicite pour accompagner, vous êtes en mesure d'attendre deux choses. La première, c'est qu'on vous écoute et qu'on tienne compte de vos suggestions. La seconde, c'est qu'on vous mette dans des bonnes conditions de travail pour produire les résultats. Autrement, je crois que vous n'avez pas votre place là-bas. Donc vous n'avez pas écouté, on ne vous a pas mis dans de bonnes conditions de travail? Je pense qu'il y avait mieux à faire, surtout que pour moi qui était sympathisant d'un parti politique qui se réclamait d'opposition constructive et qui a accepté rejoindre la mouvance, je m'attendais à beaucoup plus. Parce que je ne sais pas pourquoi on m'aurait dit viens, si ce n'était pas pour prendre en considération peut-être mes suggestions, mes réflexions, mes idées, ou pour me mettre dans les conditions d'apporter ce que je pensais. D'apporter ce que vous pensiez. Alors aujourd'hui, Fred Adireno-Kounou, vous avez annoncé ce départ de ce poste. Est-ce que s'agit-il encore d'un départ de la mouvance présidentielle pour vous? Bon, encore faudrait-il qu'un seul jour j'ai déjà été mouvancier ou même opposant. Non, je crois en des valeurs et en des principes républicains. Je crois en une république éprise de tolérance, de respect et de liberté. Je crois en une république qui combat l'ignorance et fait la promotion de l'effort et du mérite. Je crois en une république qui se bat pour l'égalité des chances. Cette magnifique promesse républicaine, sans doute la plus belle, mais cette promesse est en crise. Et le modèle républicain dans notre pays vacille parce que l'intérêt général est trop souvent dédaigné, l'autorité de l'État est trop souvent bafouée et nos valeurs communes sont trop souvent ignorées. Il m'a semblé avoir vu à un moment donné le chef de l'État, à travers sa gouvernance,
affiché une volonté d'apporter des solutions à ces problèmes. Et voilà pourquoi est-ce que nos positions ont pu s'accorder à des moments donnés et je n'ai pas hésité lorsqu'on m'a dit « viens à y aller ». Donc, ma position demeurait celle que j'avais avant de rejoindre le poste pour lequel on m'a sollicité, c'est celle d'un citoyen béninois qui croit en des valeurs, qui croit en des principes. Chaque fois que les actions du gouvernement rencontreront ces principes et ces valeurs auxquelles je crois, je n'aurai aucun problème à dire que c'est bon. Chaque fois que ça ne le sera pas, je n'aurai pas de difficulté à, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, à critiquer et à apporter mes idées. À critiquer, à apporter vos idées dans une opposition constructive. Je ne veux pas rester dans le thème opposition, même si elle est constructive ou mouvante, je veux rester dans le thème d'un homme, d'un citoyen républicain, libre, adulte d'abord, libre et conscient des intérêts de notre pays. Des intérêts de notre pays. Alors, vous êtes acteur politique. Dites-nous, quel est votre regard aujourd'hui sur l'animation de la vie politique de votre pays? Écoutez, chacun s'essaye à qui mieux. Je pense que le Bénin aurait beaucoup plus à gagner si nous avons des partis politiques et des mouvements politiques qui se fondent sur des convictions et non sur des étiquettes. Je pense que le Bénin aurait beaucoup plus à gagner que nous ramenions le Bénin comme principal sujet de la politique. Ça fait longtemps, depuis 30 ans, que le principal sujet de la politique n'est plus le Bénin. Ça reste les individus, ça reste les communautés, qu'elles soient organisées ou pas. Donc, j'ai l'impression que nous ne passons pas souvent à l'essentiel. Comme je le disais d'entrée, nous sommes toujours dans la société de l'émotion, de l'instantané, du superficiel. Nous sommes où l'immédiat chasse toujours la profondeur, où la volonté de rester en permanence dans le débat écarte toutes les solutions réfléchies, alors que avant de s'exprimer, il faut parfois réfléchir, il faut penser, il faut évaluer et voir si les actions que l'on pose sont dans l'intérêt du pays. La politique, à mon avis, devrait quand même permettre qu'on règle les problèmes du pays. Et donc, ce qui se fait, quel que soit le camp, je crois qu'il reste encore. Bon, maintenant, d'aucuns diraient que nous n'avons que 30 années de pratique de renouveau démocratique. On espère qu'avec les générations montantes et futures, que ça irait mieux. Ça irait mieux aussi à vous entendre. On a comme l'impression que vous êtes ni de la mouvance ni de l'opposition, ce qui est d'ailleurs très bon, comme ça donne une très bonne posture pour pouvoir apprécier un peu comment s'anime la vie politique au niveau de la mouvance et comment l'opposition également s'organise aussi pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Quelle appréciation faites-vous des deux partis? Je ne pourrais certainement pas donner des jugements de valeur sur ce qui se fait à gauche et à droite, mais quelques mois au sein de l'appareil de l'exécutif m'a permis de jeter juste un regard sur ce qui se fait. Par rapport à la mouvance, ma conviction, elle engage que moi. J'ai l'impression que le chef de l'État est un homme seul, au front. Je le dis parce que cela se sent tragiquement. Les partis politiques qui soutiennent les actions de la mouvance, au-delà même des deux blocs, j'ai l'impression que ne fonctionnent pas ou ne se comportent pas comme des partis de gouvernement. Les cadres ou les responsables peut-être profitent du prestige qu'on a à être proche du chef de l'État pour peut-être faire élire leur cadre ou faire nommer leur cadre. Et du coup, les ministres ou autres responsables nommés à de grandes fonctions se sentent les plus proches de la haute autorité. S'installent alors des querelles de personnes. C'est classique. C'est classique. C'est inhérent en tout système. C'est inhérent en tout système. Malheureusement, parce que les formations politiques qui
qui soutiennent les actions du gouvernement ne se comportent pas comme des partis de pouvoir qui vont au-devant des populations et qui leur expliquent chaque action. Mais on voit de temps à autre des députés, des maires, des élus qui effectuent des séances d'information et d'échange avec les populations. C'est vrai que la Covid-19 a un peu bousculé un peu les habitudes. Ce n'est pas de cela dont je parle. Des partis de gouvernement ont des responsabilités beaucoup plus grandes et doivent avoir une certaine étroitesse avec les populations. J'ai pu noter que les difficultés d'appréciation à leur juste valeur des actions qui sont menées par le gouvernement ou par son chef au niveau de nos populations résident essentiellement dans le fait que le dialogue n'est pas permanent. Ce n'est pas le rôle des ministres ou des députés, mais c'est le rôle des partis politiques, ça. Parce que le député, même s'il soutient les actions du gouvernement, n'est pas en fait, en réalité, la personne fondée pour aller sur le terrain politique, parce qu'il est un élu du peuple en ce moment, il est un représentant du peuple. Les députés peuvent, dans le cadre de leur descente sur le terrain, aller par exemple expliquer les lois qu'ils votent, expliquer le bien fondé des lois. Mais il n'appartient pas à un député d'aller dire pourquoi il soutient les actions du tel gouvernement. Parce qu'il n'est pas seulement l'élu, ou il n'est pas le député du gouvernement ou du président de la République. Il est avant tout le député du peuple, le représentant du peuple. Et encore moins un ministre au gouvernement. Donc cette tâche devait revenir, à mon avis, au parti politique. Et donc, mais comme je vous l'ai dit, la tendance elle est partout. Hein. Bon, au niveau de l'opposition, ça n'a pas varié. C'est-à-dire, je vais être visé à la place du visi. C'est ceux qui, l'opposition souvent dans notre pays, c'est ceux qui étaient aux affaires, et qui aujourd'hui n'y sont plus et qui veulent remonter coûte que coûte au-dessus de l'arbre, même s'il faille insuffler au peuple des souffrances ineffables. Ceux qui sont au pouvoir veulent rester coûte que coûte pour être les dispensateurs des marchés publics et autres pour tirer les ristournes, les autres veulent revenir. Au fond, que ce soit au niveau de l'opposition ou au niveau de la mouvance, les intérêts ne sont toujours pas avoués, voyez-vous. Donc voilà, ainsi va le Bénin. Ainsi va le Bénin. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle de 2021, un grand rendez-vous politique, majeur d'ailleurs pour le peuple béninois. Nous entendons de part et d'autre le professeur Joël Frédéric Aïvo qui parcourt monts et vallées, qui annonce aux Béninois qu'il va faire renaître l'espérance, qu'il serait candidat à la présidentielle et qu'il pourra même passer les différents filtres pour la candidature. Quel regard portez-vous sur cette potentielle candidature? Je n'ai pas de regard particulier dessus. C'est la saison qui s'annonce, la saison des ambitions. Et puis, il faut juste chercher à ce que ces ambitions s'arriment vraiment aux réalités de notre pays. Ces ambitions s'arriment aux problèmes réels dont le Bénin souffre. Comme je l'ai dit, que chacun fasse du Bénin le principal sujet de la politique. On ne peut pas refuser à quelqu'un d'avoir des ambitions. Tous ceux qui ont l'âge, ont les moyens et se sentent les qualités nécessaires peuvent être candidats. Oui. Alors, cette présidentielle instaure aussi un débat sur le bilan de l'actuel chef d'État. Le bilan du chef d'État Patrice Talon, Fred Adrien Renaud, quel est le vôtre? Quel est le bilan que vous faites de la gestion de Patrice Talon? Et pensez-vous, comme certains également, qu'il doit être candidat pour ne pas qu'on ait passé 5 années qui seront remises en cause par probablement son successeur? Bon, je pense que la candidature... une candidature à une élection présidentielle est une question éminemment personnelle et privée. Pendant 5 ans, c'est lui qui a été au front, qui sait quel a été le coût émotionnel, le coût familial, le coût sanitaire, de ce que, parce qu'être président de la République, c'est quand même un sacerdoce, de ce que son sacerdoce à la tête du pays aura été.
Et donc, je pense qu'il ne faut pas le brusquer, à mon avis, même si on aimerait quand même, pour ceux qui pensent qu'il a apporté quelque chose, on aimerait quand même avoir encore son courage et sa détermination. Mais je pense qu'il ne faut pas le brusquer, il faut le laisser lui-même faire son choix. Maintenant, parlant de son bilan, il a forcément un bilan. Il a forcément un bilan qui peut plaider pour lui. Là où la difficulté réside, à mon avis, c'est que tout le temps, il a été incompris. Et il n'a pas fait grand-chose pour qu'on le comprenne non plus d'ailleurs. C'est-à-dire que la bonne gouvernance, c'est pas seulement la gestion efficiente des ressources publiques, mais c'est aussi la capacité des dirigeants à pouvoir convaincre nos populations sur la pertinence de leurs actions et à associer ces populations à la compréhension et à la réalisation de ces actions, tout en se gardant de tout ce qui peut être considéré comme enrichissement illicite ou fabuleux, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage ou pour leur clan. Donc, je crois que il y a manqué de communication d'abord en amont des actions et ensuite en aval pour que les Béninois comprennent. Mais je crois que ça peut être rattrapé si M. Patrice Talon se décide d'être candidat à nouveau à sa propre succession. Je crois qu'il trouvera les moyens de faire comprendre aux compatriotes les actions qui ont été posées dans le temps et dans l'espace, la pertinence de ces actions, et qu'il écoutera aussi ce que les Béninois lui reprochent et qu'il pourra en tenir compte éventuellement dans le cas où les Béninois lui accorderaient un autre mandat. Je crois qu'il est libre de se porter candidat. Il a un bilan qui est défendable à condition qu'on explique aux Béninois ce qui n'a pas été fait plus tôt, mais qu'on le leur explique maintenant pour qu'ils comprennent. Parce qu'en définitive, nos compatriotes ne sont dupes de rien. Ils savent apprécier par eux-mêmes ce qui est fait pour eux, en leur nom et pour leur compte. Voilà. Et pour leur compte. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans quand même avoir votre appréciation de cette disposition qui fait couler beaucoup d'encre de salive un peu partout. Il s'agit du parrainage, qui est une disposition déterminante d'une candidature à la présidentielle désormais au Bénin. Le parrainage, vous, Fred Kouemou, est-ce que vous pensez que c'est une disposition véritablement utile? Ma position n'a pas varié sur la question. J'ai toujours pensé que le parrainage et l'ensemble des outils liés à la réforme du système partisan étaient des outils de rassemblement de notre peuple à travers notre classe politique. Quand vous analysez l'histoire de notre pays, même depuis les années 60, vous constatez que le communautarisme et toute forme d'extrémisme que nous avions connu était beaucoup plus dû à des clivages politiques qui se sont installés du fait de la fragilité de nos partis politiques et de la fragilité en fait de notre système électoral et partisan. Donc j'ai considéré longtemps le parrainage comme cet outil. Mais ces derniers temps, j'observe l'atmosphère et je sens qu'il y a de la colère qui monte face à notre gouvernement, la colère de tous ceux qui n'en peuvent plus, la colère de tous ceux qui travaillent dur et ne peuvent pas mettre un sou de côté, la colère de tous ceux qui entreprennent et auxquels on rend la vie impossible, la colère de tous ceux qui, comment dirais-je, la colère de tous ceux qui se sentent dépossédés de leur vie, du fruit de leur travail, la colère de tous ceux qui ont peur de tout perdre, de perdre leur job, peur de ne plus retrouver leur repère, peur de se sentir ou même d'être considérés comme étrangers dans leur pays parce qu'ils ont l'impression qu'ils souffrent mais qu'ils n'ont pas de réponse. Il y a cette colère qui monte face au gouvernement, face aux institutions, face aux élus. Et dans ce cadre, la promotion de tout outil qui peut être
assimiler à de l'exclusion serait ne pas entendre cette colère. Et ne pas l'entendre serait irresponsable. Je pense, et je l'ai toujours pensé, que la plus grande responsabilité d'un chef d'État, c'est de faire respecter les lois, certes, mais au-delà de cette responsabilité, il y a une responsabilité suprême, c'est de préserver la paix et la liberté pour ses compatriotes. Donc, je pense qu'il faut l'entendre. Ne pas l'entendre, ce serait irresponsable, comme je l'ai dit, et refuser de l'entendre, ce serait oublier où nous conduisit. Mais vous avez suivi un peu les commentaires autour de l'applicabilité de cette disposition, notamment le parrainage, où d'une part on a entendu certaines voix, pas des moindres, dire que les députés ne peuvent faire autre chose que les consignes que le parti politique les ont données, et on a vu également une autre lecture où il a été dit que les députés seront libres de parrainer n'importe quel candidat qu'ils veulent. Et nous avons même entendu le professeur Joël Aïvo qui a rassuré certains partisans et sympathisants qu'il obtiendra le parrainage. Est-ce que le parrainage, en d'autres termes, n'est pas une disposition qui a été mise en place pour éviter un peu certaines candidatures qu'on qualifiait nous-mêmes par le passé de candidatures fantaisistes, candidatures fantômes et tous les qualificatifs qui y vont avec? Nous l'avions dit déjà en son temps et plusieurs fois. Et la question de la pertinence du parrainage n'est plus en fait à démontrer. Mais je vous parle d'un contexte. Vous savez, refuser d'entendre les colères, nous devons ne pas oublier qu'il y a eu beaucoup de colères dans l'histoire de notre pays, comme ça. Pas des colères des acteurs politiques, pas la colère de l'opposition ou des opposants contre le pouvoir. Je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de ceux qui pensent qu'ils peuvent remplacer le président Patrice Talon. Je vous parle de la colère du peuple, du Béninois lambda, qui n'a forcément pas... n'a pas bien compris. Qui n'a pas forcément un lien avec le parrainage, mais qui pourrait prendre le maintien du parrainage au cas où certains ne seraient pas candidats à cause de cela, qui pourrait voir en ce maintien de parrainage un tremplin pour conduire cette colère à une violence dévastatrice. C'est-à-dire que je préviens sur le fait que il ne faut pas que la guéguerre, parce qu'il y a toujours une guéguerre entre mouvance et opposition, que le peuple soit pris en otage parce que le peuple est déjà en colère. Je ne sais pas si vous comprenez. Justement, vous parlez de peuple. Dites-nous, Fred Rouenou, quelle est votre appréhension de la notion du peuple en démocratie? Parce que pour la plupart du temps, l'opposition dit qu'elle défend le peuple, elle dit qu'elle s'exprime au nom du peuple, et nous avons également un gouvernement qui travaille aussi pour le peuple. Alors, le peuple, il est de quel côté véritablement? Oui, il est tiraillé de part et d'autre. Ne mettons pas, faisons attention, ne pas confondre les positions des corps intermédiaires, partis politiques, organisations syndicales, société civile, au peuple. Ce n'est pas ce que j'appelle le peuple. Le peuple, c'est celui-là qui s'exprime librement lorsque le corps électoral est convoqué. C'est le peuple. Le peuple n'est pas au-delà de cela. Il peut y avoir d'autres aspects de conseil. C'est celui qui s'exprime librement chaque fois que le corps électoral est convoqué. C'est tous ceux qui espèrent de leur gouvernement que des mesures soient prises pour l'amélioration de leurs conditions de vie au quotidien. Entre les mesures qui sont prises et entre le nombre de personnes qui ressentent que leurs conditions de vie changent, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent et qui ne peuvent plus mettre un sou de côté. Il y a des gens qui se sont dépossédés de leur vie. Il y a des jeunes qui se plaignent toujours du chômage. En dépit, il y a des efforts qui sont faits. Mais il y en a qui se plaignent. Et qui ne comprendraient pas, comme je l'ai dit, de tous ceux qui ont l'impression qu'ils sont devenus étrangers dans leur propre pays. Parce que cette réalité existe. Et c'est ceux-là qui sont une proie facile, manipulable par des organisations politiques lorsque elles sentent leurs intérêts menacés. Alors aujourd'hui, avec cette présidentielle, presque pratiquement dernière ou avant-dernière question, Fred Rouenou, que faut-il faire pour une élection présidentielle libre, transparente et apaisée?
Je pense que le président de la République avait dit dès son élection qu'il souhaiterait être porté en triomphe à la fin de son mandat, tel un Nelson Mandela. Je crois qu'il se bat véritablement pour ça. Mais pour qu'il soit porté en triomphe aujourd'hui, il est libre d'être candidat, mais il faut qu'il assure l'organisation d'élections inclusives, transparentes à nous tous. Et là, notre pays sera apaisé. Je crois que, ce faisant, les Béninois pourraient faire leur choix librement. Et le président de la République, s'il est reconduit, il continue son mandat. Là, il serait vraiment porté en triomphe. Autrement, si malheureusement, ce n'est pas à souhaiter, mais si les violences que nous avions connues pendant les législatives ou les difficultés pendant les communales devraient venir au présidentiel, ce ne serait pas un Nelson Mandela béninois qu'on verrait, mais on verrait peut-être un Mobutu désenchanté ou un Bokassa mégalomane. Non, pour dire que le chef de l'État a une grande responsabilité maintenant. Ce n'est pas lui et l'opposition, non, pas du tout. Ce n'est pas lui et l'opposition, c'est lui et le peuple béninois. C'est lui et tous ces hommes et ces femmes qui sont en fait l'enjeu véritable de tout ce qu'il fait chaque jour depuis pratiquement 5 ans. C'est pour le peuple qu'il le fait, c'est pour les Béninois qu'il le fait. Donc c'est devant ceux-là qu'il a une responsabilité d'organiser des élections apaisées et que le prochain quinquennat commence de façon apaisée, plus apaisée. Merci à vous, Fred Renou. Je rappelle que vous êtes politologue, vous êtes consultant sur les questions de jeunesse et d'intégration sous-régionale. Regardez droit dans la caméra et dit un mot à l'endroit du peuple béninois, à l'endroit de nos amis internautes qui nous suivent en ce moment, qui nous ont accordé un peu de leur bout de temps, un peu de leur forfait, si on peut le dire ainsi dans le jargon, pour essayer un peu de suivre cette émission que nous sommes en train de réaliser et de finir. Merci bien, je voudrais vous remercier tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Et je voudrais profiter parce que j'ai reçu beaucoup de messages aussi par les réseaux sociaux de beaucoup de camarades suite à ma démission qui se demandent de quoi demain sera fait. Je voudrais finir par leur prêter une prose d'un général qui s'adressait à ses soldats lorsqu'ils étaient pris de doute après l'échec d'un assaut. Il a dit qu'il y a des soirs de victoire où on pense que les défaites n'arriveraient plus jamais. Il y a d'autres soirs aussi des défaites où on pense que des victoires n'arriveraient plus. Mais quand on est un vieux soldat, on sait ce qu'il en est. On sait que on a vu tant de défaites arriver après des victoires éclatantes. On a aussi vu tant de victoires arriver après des défaites cuisantes. Donc, ce n'est jamais fini, ce n'est pas encore fini. Merci à vous, Fred Renou. Chers amis internautes, merci pour l'attention. On retiendra en majeure partie de cette émission que Fred Adiane Renou a laissé entendre que le président Patrice Talon, tout le temps, a été incompris et il n'a pas fait grand-chose pour être compris, mais il peut toutefois rattraper cela car son bilan est défendable et qu'il est libre d'être candidat à la présidentielle de 2021. Merci à tous pour l'attention. À très bientôt.